Tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Après Goma, la 3e édition du Tour cycliste international de la RDC a atteint ce lundi sa 3e étape qui va de Likasi à Lubumbashi. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la faim. Près de 8 millions de personnes dans le monde sont touchées par la faim. Des ONG de lutte contre la faim appellent les gouvernements à s'engager dans cette démarche. Les rebelles ougandais des ADF auraient attaqué samedi dernier dans la soirée une position des FARDC au Nord Kivu. Bilan, 8 morts et plusieurs blessés. D'abord, cette information, le 25e sommet de l'Union africaine joue ses dernières cartes ce lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il s'est ouvert hier en présence d'une centaine de chefs d'État, mais une confusion a régné car la Cour pénale internationale a demandé au gouvernement sud-africain d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, accusé de crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. La justice sud-africaine, saisie par une ONG, l'interdit de quitter le pays de Mandela, où sa présence auparavant douteuse a été confirmée lors de la prise de la photo des chefs d'État participant au sommet. Les hommes armés ont tué de nouveau dans la région de Beni, au Nord Kivu, 13 morts et une trentaine de chèvres emportées. C'est le bilan de l'incursion des hommes armés au village Tungundu et Maïmona, à environ 40 km. Les assaillants ont utilisé les armes à feu pour achever leur proie. Les sources des forces vives doutent que les ennemis soient les rebelles ougandais des ADF Nalu. Ces éléments ont de nouveau frappé dans ces villages après avoir tendu l'embuscade en véhicule de marque Fuso au village Tungudu, situé non loin de la localité de Maïmoya, c'est en territoire de Beni. Des rescapés témoignent que les assaillants avaient d'abord crépité plusieurs coups de balle avant d'achever plus d'une dizaine de personnes. Quand nous avons attendu les détonations des coups de balle là-bas à Linzo, et ensuite les militaires sont passés, nous avons cru qu'ils s'y sont rendus, mais quelques minutes après, nous avons du coup attendu non loin de nous des détonations. Alors je me suis levé et épué au travers des fenêtres. Quand j'ai vu plusieurs personnes à l'extérieur, j'ai du coup alerté les enfants et leur demandé qu'on prenne fuite. Quelques minutes après, nous avions regardé, nous nous sommes rendus compte qu'on a tué la pharmacienne. Alors quand je gémissais qu'on a tué beaucoup de gens, ensuite les militaires sont venus et nous ont demandé de prendre fuite. C'est ainsi que nous avons fouillé en courant. Cette nouvelle incursion des hommes armés est condamnée fortement par les organisations de défense des droits de l'homme. Elias Moukwavure, de l'ONGDH Kadido, redoute nonchalamment l'identité de l'ennemi. Il pense des stratégies militaires devaient être multipliées de plus pour sauver les vies humaines. Nous déplorons la manière avec laquelle notre contrée est gérée, de façon que dans ces milliers de bandeaux de Liva, Maïmoya, après ces coups de balle constatés dans cette partie, nous nous sommes rendus qu'il y a eu des chèvres pillées chez un vieux. Nous constatons réellement que nous sommes encore en difficulté en dépit du changement des troupes, qu'ils changent le système de travail et non les troupes pour amener les éléments qui peuvent faire mal davantage à la population. Notons que des sources militaires renseignent en outre que les éléments FARDC sont à la poursuite des assaillants. Les élèves de certains groupements du territoire de Walikale risquent de ne pas passer les épreuves des examens d'État suite à l'insécurité. L'alerte est du président de la jeunesse territoriale, Fiston Moussona. La situation sécuritaire dans le territoire de Walikale, présentement, c'est préoccupante. Pourquoi? Parce qu'il y a certains groupements jusqu'à maintenant n'est pas contrôlés par la FARDC. Et précisément dans les 3 Waloa, où la situation se dégrade du jour à jour davantage. Donc il y a Waloa Luanda, Waloa Uyungu, Waloa Uruba, où présentement on enregistre pas mal d'affrontements entre les groupes armés locaux, notamment les Kifuafua, les Maïmaï, les Mak, mais aussi on a signalé la présence des NDC de Cheka et son ancien chargé des opérations de ces guidons, donc les NDC rénovés. Alors, cette situation reste encore préoccupante. Nommément, il y a un Toto, le chef lié là du groupement Waloa Uroba, Toto, il y a Nsindo, il y a Malembe, il y a Busurungi,
il y a Ikoui et tant d'autres de ces villages sont tellement insécurisés dans ces coins-là. Bon, écoutez, à notre niveau, c'est une alerte par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, nous pensons que ces élèves des écoles aussi secondaires, vraiment, leur situation est déplorable. Où nous demandons l'implication du gouvernement congolais en fait de déployer le plus tôt possible les éléments FARDC pour que la sécurité soit bien garantie à ces coins. Effectivement, parce que à ces coins, comment est-ce que les élèves vont quitter cet endroit pour aller faire les examens d'État alors que les groupes armés sont en train de se battre? Il est pratiquement impossible. À ce moment où je vous parle, tous ces élèves-là se retrouvent dans des campagnes, dans les forêts éloignées des centres de passation des examens d'État et d'autres éloignés même de leur famille. Et comment est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour aller passer les examens? Donc c'est hypothétique jusqu'à maintenant. Nous sommes le 15 juin et c'est donc aujourd'hui que les députés nationaux et sénateurs vont clôturer la session ordinaire de mars, une session dite politique marquée par l'adoption de plusieurs lois dans les deux chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, la session dite politique marquée par des initiatives des élus en rapport avec le contrôle budgétaire. Plusieurs membres du gouvernement ont défilé pour s'expliquer devant les députés nationaux. Et sachez que Justin Kalumba, ministre des Transports et Voies de Communication, est bel et bien malade, selon le rapport de la commission qui avait pour mission de vérifier son état de santé. C'est en principe au cours de la plénière d'aujourd'hui que son sort devait être connu. Pour rappel, Justin Kalumba est sous une motion de défiance signée par plus de 80 députés nationaux. Oui, c'est ce lundi déjà que les consultations présidentielles entrent dans leur troisième semaine. Une brève évaluation se justifie bien. La semaine qui s'achève a vu des éminentes personnalités politiques se succéder au Palais de la Nation. Guylain Kabalundi revient sur les grandes lignes de ces consultations la semaine dernière. Lors de la deuxième semaine de consultation présidentielle au Palais de la Nation, parlementaires, ministres, diplomates, chefs de partis politiques, regroupements de femmes ont été consultés par le chef de l'État Joseph Kabila. Avec la délégation du regroupement politique opposition républicaine, conduite par Léon Kengo Adondo, la question du financement des élections a été abordée. Et l'autorité morale de cette plateforme politique a fait remarquer que les ressources allouées aux élections pour 2015 sont insuffisantes. Les élections demandent beaucoup d'argent. Lorsque je me retourne en direction du budget 2015, les ressources qui ont été allouées pour les élections 2015 ne sont pas suffisantes. Où allons-nous trouver de l'argent pour organiser les élections qui sont prévues en 2015, les élections locales, provinciales, sénatoriales, des gouverneurs? C'est un point de vue. Mais la majorité présidentielle, qui a également conféré avec le président de la République, soutient pour sa part qu'avec la volonté politique, tout est réalisable. Il y a une volonté politique certaine pour organiser les élections. En 2006, ça a été le cas, avec les moyens de la communauté internationale. En 2011, ça a été le cas, sans moyens de la communauté internationale. Et cette fois-ci, l'engagement politique est là. Le reste, c'est le travail des institutions, notamment du gouvernement. De leur côté, les diplomates ont salué l'initiative du chef de l'État. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC s'est dit quant à lui disposé à offrir ses bons offices pour faciliter la tenue du dialogue entre Congolais. Il faut avoir les interlocuteurs aussi qui sont d'accord avec les bons offices. Nous ne sommes pas des joueurs politiques. Nous ne sommes pas les acteurs politiques, mais nous pouvons offrir, si les partenaires le désirent. Les gouverneurs étaient également au Palais de la Nation. Le chef de l'État les a chargés de consulter aussi en province. Le chef de l'État nous a chargé d'une mission essentielle, celle d'étendre cet exercice en province en tant que ses représentants pour que nous allions consulter toutes les couches en province. Après les repos du week-end, les consultations pourront reprendre ce lundi.
Nous vous le disions en titre, la lutte contre la faim n'épargne aucun pays. À travers l'humanité, des millions de personnes en subissent des conséquences fâcheuses. Chaque année, le 15 juin, il est ainsi célébré une journée mondiale pour sensibiliser des populations à monter des stratégies de réduction de la faim. Plus de 100 pays s'engagent dans cette démarche et les ONG qui mènent des actions visibles, Vision du Monde, s'illustrent comme la première ONG française à réaliser une étude révélant que plus de 7 985 000 personnes, en majorité des enfants, sont touchées à travers le monde. Le centre d'études de l'hôpital Moncol et CEFA a été pris d'assaut samedi par des donneurs bénévoles de sang venus de 4 coins de la capitale pour célébrer la journée leur dédiée à l'échelle mondiale. Occasion également d'éclairer la lanterne sur certaines pratiques concernant notamment le monnayage des sangs enregistrés à travers la ville. Dispensaires mobiles installés, personnel soignant mis en place et portails grandement ouverts pour accueillir ceux pour qui il a été institué cette journée mondiale du don bénévole de sang. Un geste pour lequel le centre hospitalier Moncol se bat à promouvoir afin de pallier tant soit peu aux conséquences liées à l'anémie, l'une des causes majeures de mortalité. Lorsque vous donnez le sang à quelqu'un, donnez une poche de sang, vous sauvez au moins 2 vies. La vôtre d'abord, et ensuite la vie d'une autre personne inconnue. Pourquoi la vôtre? Parce que lorsque vous donnez le sang, on va faire des analyses qui vont permettre de connaître si vous aviez une pathologie ou une maladie que vous ne connaissiez pas. On va vous soigner et vous allez sauver votre vie. Et la vie des autres, parce qu'il y a plusieurs mères et enfants qui viennent à l'hôpital qui ont besoin d'être transfusés. De la séance de counseling au prélèvement sanguin, rien n'est laissé au hasard. Tout est paramétré pour la sécurité tant du donneur que du futur receveur. Alors ici, par des médecins, nous procédons à une consultation médicale, une consultation pré-don avec ceux qui viennent pour donner leur sang. Nous faisons un examen médical avant de passer à la qualification. Leur sang sera passé au laboratoire, testé pour voir s'il n'y a pas certains marqueurs infectieux. Mais déjà avant, nous pouvons nous assurer si ce sont des bons donneurs par des questions et voir aussi si eux-mêmes ne posent pas de problèmes pour pouvoir donner en voyant leur poids, la tension artérielle et d'autres éléments. Une vision à laquelle adhère notamment l'autorité municipale. Nous avons voulu adopter cette politique parce que souvent nous arrivons à l'hôpital seulement quand il y a un problème. Mais pendant que nous ne sommes pas à l'hôpital, il y a plusieurs qui souffrent, peut-être par manque de sang. Alors je m'inscris parmi ceux-là qui veulent sensibiliser d'abord les personnes qui sont en bonne santé pour donner le sang et aussi pouvoir donner nous-mêmes. On ne sensibilise pas seulement, mais nous donnons aussi nous-mêmes pour servir d'exemple. Occasion d'éclairer les zones d'ombre quant au processus d'octroi de sang. Monnayage ou non-monnayage de ce sang, l'expert explique. Pour recevoir les sangs, c'est tout un service. Poche qu'il faut avoir, il y a des tubes qu'il faut avoir. Et à part ça, il y a des réactifs. Quand vous amenez les sangs à la banque des sangs, vous amenez les poches de sang collectées à la banque des sangs, vous aurez besoin des réactifs pour tester. Il y a beaucoup de tests que nous faisons et on les fait de manière gratuite. Si on veut, n'est-ce pas, avoir tous ces réactifs, il faut un peu d'argent. Et c'est un petit service qui nous permet de mettre les sangs de bonne qualité à la disposition de nos populations. Les sangs se livrent gratuitement. Et au retour, nous demandons aux membres des familles pour qui un malade a bénéficié d'une transfusion de se faire aussi donneur bénévole parce qu'on a donné bénévolement les sangs pour eux. Ils doivent rembourser, juste c'est une compensation tout simplement. Mais on ne peut pas dire que le sang est en train de se vendre. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs activités culturelles vont sanctionner cette manifestation qui avait notamment pour but d'encourager celles et ceux qui donnent de leur sang pour sauver de vies. À la même occasion, la communauté musulmane au Congo, Ahmadiyya, a réuni les croyants musulmans de cette communauté dans la commune de Massina pour répondre à ce besoin humanitaire. Les croyants musulmans Ahmadiyya de Kinshasa, la capitale, se sont joints à l'humanité pour observer la journée internationale de don de sang, commémorée chaque 14 juin de l'année. Donner son sang pour sauver une vie, c'est répondre à la recommandation du prophète Mohammed dans le Coran, chapitre 5, verset 33. Il est bien connu que quand on donne son sang, c'est pour sauver la vie. Et si une personne est sauvée à partir du sang que vous lui avez donné, c'est-à-dire que vous avez sauvé cette vie. Et c'est ce que le Saint-Coran nous demande de faire, de sauver des vies. Et en sauvant des vies, donc
c'est pour nous la preuve de l'enseignement de l'islam que le prophète Mohammed nous a laissé et nous sommes en train de mettre en pratique. Je suis musulman Ahmadi, mon sang pour les autres. Ce mot a été mis en pratique par plus ou moins 60 jeunes Ahmadis venus assurer la vie par ce geste de don de sang. Pour les Ahmadis, offrir un cadeau rare et précieux en donnant son sang, c'est donner la vie. Autre chose à présent, pour clôturer en toute beauté l'année scolaire 2014-2015, Shape International School nous a conviés à la dite activité caractérisée essentiellement par des danses, chants, récitals exhibés par les élèves de cet établissement scolaire. Débuté en beauté et clôturé en beauté, le Shape International School a organisé une cérémonie de proclamation pour marquer la fin de l'année scolaire 2014-2015. Satisfaits de la formation dispensée à leurs enfants, les parents se sont dit motivés pour renouveler leur engagement. En tant que parent, ce que je peux dire, la formation est bonne, je crois que vous l'avez vu. La manière dont les enfants ont fait la démonstration, c'est toujours la satisfaction des parents lorsque les enfants sont bien encadrés et bien formés. Sans faire la publicité, la formation elle est très bonne. Les deux enfants, l'année prochaine, vous aurez un troisième. Donc ça motive parce que les enfants sont très ouverts et c'est important. La diversité linguistique, le programme d'enseignement font partie de la particularité de Shape International School. La particularité de cette école, comment par rapport à d'autres écoles, parce que c'est comme ça. D'abord, c'est le programme. Les gens pour l'utiliser, c'est un programme tellement fort. Je me suis rendu compte que les enfants sont beaucoup plus adaptés et les enfants s'y retrouvent si facilement. Et ils s'émergent encore davantage. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie s'est clôturée par des danses et chants, poèmes et récitations exécutés par ses élèves heureux de partir en vacances. Et puis cette soirée organisée samedi par Lions Club International à l'hôtel Memling en l'honneur de grands donateurs de sa fondation, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bouchab représenté. Une soirée qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant devant les amis et membres du club. Jimmy Loumou, reportage. Venir en aide aux plus démunis, c'est le credo du Lions Club International qui regorge en son sein des amis, des membres et sympathisants de plusieurs pays du monde. Cette soirée est particulièrement organisée en l'honneur des donateurs des plus hautes factures de la trempe du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et du vice-premier ministre Évariste Bouchab, ici représenté. Aujourd'hui, nous avons organisé la soirée des remises de récompenses aux grands donateurs de notre association. Donc le président de l'Assemblée nationale fait partie des grands donateurs de notre association. Voilà pourquoi nous avons organisé cette soirée. Mais c'est une fierté, parce que vous organisez une soirée et vous récoltez plus de fonds que prévu. Pour moi, j'ai dit que c'est une réussite. Et si nous avons plusieurs personnes de bonne volonté, d'une grande générosité comme ce qui vient de se passer ce soir, je pense qu'il y a moyen d'arriver à soulager tant soit peu la misère de notre population. Cette soirée était également l'occasion pour ces personnalités de rejoindre l'ordre des compagnons de Melvin Jones pour leurs dons octroyés à la Fondation des Lions. Il y a un vieil adage qui dit qu'il faut savoir donner pour recevoir, et c'est vrai que le Lions Club l'applique plutôt à merveille, et il faut féliciter l'honorable président Aubin Minakou qui a fait un don consistant, ainsi que le VPM Évariste Bouchab. Ils ont, par leur geste de solidarité, aidé à aider des gens démunis, et c'est vrai que c'est cet esprit de Lions qui m'a amené ici, et ça me plaît beaucoup de voir que des gens parfois très occupés peuvent prendre un peu de leur temps pour venir et donner à ceux qui en ont le plus besoin. Pour moi, ça ne peut que me réjouir, et c'était un motif de fierté. Et je voudrais davantage m'offrir encore pour aider les autres. Et je suis prête, dans la mesure de mes forces, de mes possibilités, de venir en aide aux plus démunis que nous. Lions Club International récolte ses dons pour aider des pauvres, construire des centres ophtalmologiques, former des jeunes désœuvrés, et la liste est loin d'être exhaustive.
Début de semaine, retour dans des rédactions à travers les lignes. Assemblée nationale, la tempête des tropiques couvre aujourd'hui la cérémonie de clôture de la session de mars. La nouvelle a été annoncée par un communiqué. Le communiqué précise les noms et fonctions des autorités invitées à rehausser de leur présence cette manifestation. Comme à l'accoutumée, le président de l'Assemblée nationale va prononcer un discours de circonstance pour souhaiter de bonnes vacances. Les membres du comité étudiantin du corps académique de l'université protestante au Congo, représentés par le recteur, ont assisté, rapporte la prospérité à la cérémonie d'investiture de nouveaux membres de la mutuelle de santé. Le président sortant a profité de l'occasion pour brosser le bilan de son parcours et démontrer le bien fondé de l'existence de cette mutualité. Place au sport à présent, et c'est juste après cette transition. Le sport, c'est avec vous, Stone Loco. Bonjour. Bonjour, Corinne Saboué. Poursuite de la phase de groupe de la 51e édition de la Coupe du Congo. Cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule pour le compte de la 3e et dernière journée dans les groupes A à l'affiche du jour. L'affiche du jour plutôt mettra le FC Renaissance de Kinshasa qui joue sa qualification face à l'AS Veti de Matadi. Alors, Stone Loco, dites-nous quels sont les enjeux de cette rencontre. Oui, je crois que vous aviez voulu dire les sous-groupes A. Donc oui, là, il y a une grande affiche qui va se jouer tout à l'heure au stade Tata Raphaël qui va opposer le FC Renaissance de Kinshasa à l'équipe de l'SVT de Matadi. Donc là, nous sommes au Congo central. Donc il faut dire qu'Ori, bien avant, il y aura d'abord l'équipe de Mbandaka de l'Équateur, le DSMP de Bumba qui va jouer face à l'AS Vutuka de Bandundu. Donc là, ça sera un match pour du beurre. Donc il n'y a aucun danger pour ces matchs-là. Mais pour le second match, le FC Renaissance n'a qu'à faire un match nul pour se qualifier, puisque vous vous rappelez que à la deuxième journée, le FC Renaissance avait donné une bonne raclée avec un score fleuve de 7 buts à 1 face à l'équipe de Bumba, le DSMP. Donc aujourd'hui, le FC Renaissance, une équipe qui vient de naître il n'y a pas longtemps, a toutes ses chances pour se qualifier à la phase finale qui va se jouer à Lubumbashi dans les jours à venir. Une belle entame dans les éliminatoires de la CAN Gabon 2017 pour la RDC qui recevait le Madagascar pour le compte de la première journée. 2 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre livrée ici à Kinshasa au stade Père Raphaël de la Kétule. Les buts des Léopards ont été marqués en deuxième mi-temps par Moubele Ndombe à la 58e minute et Joël Kimwaki à la 72e minute. Le prochain adversaire de la RDC pour la deuxième journée est la République centrafricaine. Stone Loco, quelle analyse faites-vous par rapport à cette première sortie des Léopards? Oui, j'ai aimé la première phrase de votre chapeau. Ça dit une belle entame. Ouais, certes, pourquoi? Parce que la RDC a pu empocher 3 points. Mais sinon, s'il faudrait voir la physionomie de la rencontre, c'est le Madagascar qui avait plus le ballon, c'est le Madagascar qui avait plus la possession au niveau du milieu de terrain. Donc là, il faut dire que non, il y avait un problème au niveau de ces compartiments-là, du milieu du terrain, de la part des Léopards. Mais sauf que l'expérience a pu jouer par rapport à la apprentissage. Il faut dire que le Malgache débute dans ce genre de compétition. Ils n'ont jamais joué une phase finale de la Coupe d'Afrique. Donc là, on est en train, ils sont en train d'essayer. Mais il faut dire que hier aussi, le 12e homme n'était pas présent. On aurait dû avoir du mal à battre cette équipe. Heureusement, le coaching a été payant et gagnant par Florent Ibenge. Quand Moubele Ndombe est monté, on a vu que le match a changé de physionomie. Et c'est comme ça que la RDC a pu marquer des buts. Mais il fallait voir, par une petite erreur de la défense, le Malgache ont pu remonter sur le score. Et si le match a continué, ils auraient pu peut-être égaliser. Mais Dieu merci, on a empoché 3 points. Il faut rappeler que le samedi, bien avant, puisque dans le même groupe B, où la RDC et le Madagascar, il faut en outre parler de l'équipe de la République centrafricaine qui sera le prochain adversaire de la RDC qui avait joué face à l'Angola. Il faut dire que Angola avait battu l'équipe de la République centrafricaine par 4 buts à 0. Donc aussi, il faudrait qu'on essaye de voir le classement. Donc l'Angola est premier avec 3 points, plus 3 buts de goal average. Nous venons juste après l'Angola avec un but
de goal average. Donc il faut dire que dans ce genre de trucs, il faut savoir et comprendre que marquer beaucoup de buts, ça compte. Même le coach Florent Bengue a dit ça, que non, il avait cette idée-là, que l'équipe marque beaucoup, mais on allait marquer avec quel jeu, avec quel joueur, puisqu'il il faut dire ça, que hier, Bokila n'était pas vraiment dans son match. C'était pas de sa faute. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez alimenté par le milieu du terrain. Stone-Edouard Loko, peut-on parler d'un groupe difficile ou facile pour les Léopards? Mais non, mais tout de suite là, je viens de vous le dire. Aujourd'hui, toutes les équipes s'évalent. Donc, si le Madagascar et la République centrafricaine se sont retrouvés à ces niveaux-là, il faut dire que non, ça vaut la peine que ces deux équipes soient là. Mais il faut dire que cette phase des éliminatoires et dans notre groupe B va se jouer entre l'Angola et la RDC. Moi, je pense que ça sera plus facile pour la RDC de remporter la deuxième journée face à la République centrafricaine à Bangui. Et comme ça, on pourra parler de la facilité ou de la difficulté. Mais ce qui reste à savoir, notre équipe à battre, c'est l'équipe de Palanca Negas d'Angola. Merci beaucoup Stone Loko pour ces éclaircissements en ce qui concerne le football. Je vous remercie Corinne. On va parler du 3e tour cycliste international de la République démocratique du Congo qui continue son bonhomme de chemin après la 2e étape qui s'est déroulée à Goma. C'est aujourd'hui le tour de 3e étape long de 120 km qui partira de Likasi à Lubumbashi dans la province du Katanga. Des précisions avec notre envoyé spécial Jean-Louis Kaninda. La 3e étape du Tour cycliste international du Congo partira ce matin de Likasi vers Lubumbashi dans une course programmée pour 120 km. Quant à la 2e étape, elle a eu lieu hier à Goma dans un circuit fermé dans la ville de Goma. L'étape a été remportée par le cycliste belge Dossard 53, Bart Thibault, qui est monté sur le podium. Il est suivi du néerlandais Florian Smith, Dossard sans fil. La 3e place a été prise par l'Angolais Igor Silva, Dossard 31. Doupa Bumba, le premier Congolais, a reçu le prix du meilleur Congolais. Médéric Klein gagne le prix de la meilleure remontée. Quelques notes techniques en notre possession. La course s'est courue en 7 tours de 9,7 km, ce qui fait 68 km de course. La course a été lancée à 10h45 et s'est terminée à 11h24 sur la place de la tribune. La course a duré 1h21 minutes. La prochaine étape, donc la 3e, ira aujourd'hui de Likasi à Lubumbashi. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Excellente semaine à tous.